Val-de-Loire en direct se poursuit. L'heure de votre JT présentée ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres du journal, un point sur votre météo de demain. Après quelques éclaircies matinales, la journée sera majoritairement nuageuse pour la suite de la journée dans nos deux départements. Des températures en hausse. La minimale sera de 10 degrés, la maximale 21 degrés demain après-midi. À la une de notre JT, un Tourangeau décroche le prix Goncourt. C'est Laurent Mauvignier qui décroche le précieux sésame, originaire de Descartes. C'est son roman La Maison vide qui a fait mouche. Un roman qui justement se déroule à Descartes dans la commune aujourd'hui. C'est la fierté qui prime, vous le verrez. Nous évoquerons également cette première audience consacrée à l'indemnisation des victimes de Joël Le Squarnec. L'ex-chirurgien avait été condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur 299 personnes, dont certains patients lochois. Hier a débuté à Vannes l'audience consacrée à l'indemnisation des victimes. D'autres audiences du genre suivront. Et puis, nous assisterons aux rencontres François Rabelais, des rencontres qui font office d'assises annuelles de la gastronomie française. Et cette année, c'est donc Guy Savoy, chef du meilleur restaurant du monde, qui en est le parrain. Nous irons à sa rencontre. Le premier invité de ce journal ce soir, Gilles Thibaudeau. Président de l'association des patients porteurs d'un cancer localisé de la prostate. Nous le recevrons à l'occasion du mois consacré à la sensibilisation au cancer masculin. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir. Transmission familiale, faut-il donner avant la réforme? On se posera la question avec notre notaire, maître Alexandra Hardy, qui sera sur notre plateau. Mais d'abord, Lucas, cette bonne nouvelle, le prix Goncourt a été attribué à un local. Né à Tours, Laurent Mauvignier a grandi à Descartes. Et c'est d'ailleurs grâce à son roman La Maison vide, consacré à sa maison d'enfance dans cette ville, qu'il a obtenu le précieux sésame. Il s'agit de son premier grand prix littéraire d'automne, et pas des moindres. Aujourd'hui, à Descartes, tout le monde est fier de l'enfant du pays. Hélène Chaplet s'est rendue sur place. Dans cette brasserie du centre-bourg de Descartes, le lauréat du nouveau Goncourt n'est pas un inconnu. Frédéric, le gérant, a côtoyé l'auteur durant son enfance. La légende raconte même qu'il aurait copié sur lui en classe. Ça c'est en 6e, 79, 80. 79, 80. On a fait 6e, 5e ensemble. Évidemment, il était brillant. Il ne faisait pas de bêtises par rapport à nous. Non, il était très brillant et très gentil, quoi. Studieux, sérieux à l'école. On a lu déjà Le Philosophe, on a eu René Moilève, et voilà, on a Laurent qui a gagné le prix Goncourt, le plus gros titre de la littérature, quoi. Un prix qui fait également le bonheur des gérantes de la Maison de la Presse. Une cinquantaine d'ouvrages ont déjà été vendus depuis la sortie du roman fin août, et une nouvelle commande va être passée pour répondre à la demande forte qui va de pair avec le prix Goncourt. On avait misé à fond dessus, je veux dire, dès le départ, j'ai commandé plusieurs cartons de livres en fait, et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas un gros pari en fait? Et puis finalement c'est super, je trouve ça génial. Ça valorise le patrimoine régional, ça en fait partie, enfin la culture, tout ça, quoi, voilà. Donc on essaye de faire au mieux pour faire connaître notre petite commune de Descartes. Alors pour saluer cette récompense, la ville va-t-elle ériger une statue en l'honneur de Laurent Mauvignier à côté de celle de Descartes? Donner son nom à un parc ou à une rue? Même si l'idée trotte dans l'esprit de Monsieur le maire à cause des municipales à venir, nous n'en saurons pas plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il a lui-même acheté l'ouvrage et qu'il est en train de le lire. Ça prouve aussi une chose, c'est que la culture n'est pas que parisienne aussi. Dans le milieu rural, nous avons aussi quelques gens de grande qualité. J'attends qu'il soit un peu plus disponible pour lui transmettre une invitation, ce qui sera le bienvenu. Et nous aurons l'occasion de l'honorer comme il se doit, comme une grande figure de notre bonne ville de Descartes. 82 000 exemplaires de l'ouvrage de 750 pages ont déjà été vendus. Grâce au bandeau rouge apposé à l'avenir sur la couverture, la Maison vide devrait bénéficier d'un regain de popularité. Un mot à présent de cette panne d'éclairage public à Tours. Le boulevard Wagner pourrait être plongé dans le noir pour quelques semaines en cause une pièce manquante pour le rétablissement de l'éclairage public. 700 mètres de voies environ sont concernés entre la caserne des pompiers et la station Esso. Justice, à présent dans ce journal, et retour sur l'affaire Joël Le Squarnec. L'ex-chirurgien avait été condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur 299 personnes, dont certains patients de Loches. Et hier a débuté à Vannes une audience qui fixera le montant des indemnités versées aux victimes. 2 audiences sont prévues ces prochains mois. Léa Turquier et Faustine Luneau. C'est une dernière étape pour toutes les victimes. Ce lundi, la Cour criminelle du Morbihan a commencé à étudier les indemnisations des centaines de victimes de Joël Le Squarnec. Il s'agit de chiffrer pour chaque dossier les dommages que le pédocriminel a infligés, et cela n'est pas une mince affaire.
la douleur ne se monnaie pas, hein, et quand on a perdu notamment des êtres chers, et c'est le cas pour 2 des familles que je représentais à cette audience hier. Il faut poser des chiffres parce qu'on doit en poser. Donc on attend effectivement que chacune d'entre elles puisse obtenir la réparation qu'elle souhaite et que les chiffrages qui ont été demandés puissent être reconnus. En mai dernier, à l'issue de plus de 3 mois de procès, l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle sur 299 victimes. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, chaque victime tente de se reconstruire. Au vu du nombre de dossiers à analyser pour les indemnisations, 2 autres audiences sont déjà prévues au tribunal de Vannes. Pour Céline, que nous avions rencontrée le jour de son passage à la barre, l'audience aura lieu le 4 décembre prochain. Mais cela n'est pas son but final. Considérant qu'il y a quand même une frustration sur toute la lutte contre la pédocriminalité, tous les enjeux de société, tout le débat qui n'a pas eu lieu, elle ne peut pas s'arrêter là parce que ce n'est pas satisfaisant. Donc on arrive avec un chiffrage à 20 000 € ou 1 million d'euros. De toutes les façons, ok, allez, hop, les victimes prennent ce qu'elles ont à prendre dans la mesure du possible. Maintenant, et que se passe-t-il derrière? Et pour Céline, si vous voulez, on est vraiment sur quelque chose qui va au-delà du procès qui la concerne directement. Depuis le procès, Céline s'est engagée pour faire reculer la pédocriminalité en France. Après avoir marché de Paris à Amiens, elle a adressé une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Elle vient de recevoir une réponse avec des contacts et une rencontre possible. Son combat continue. Et puis le collectif Pas d'enfants à la rue manifeste au moment où l'on se parle. Oui, le 1er novembre marque le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 31 mars prochain, les locataires ne peuvent plus être expulsés de leur logement. C'est donc le moment qu'a choisi le collectif Pas d'enfants à la rue pour manifester devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Il réclame des actions concrètes de la part des autorités pour mettre les enfants à l'abri. Regardez. Beaucoup de colère parce qu'on le sait depuis longtemps, que c'est pas nouveau, c'est toujours les mêmes familles qui se retrouvent sans solution. Beaucoup de déception aussi parce qu'on espérait qu'il allait prendre son rôle au sérieux et faire en sorte que les familles soient vraiment mises à l'abri pour tout l'hiver. Là, on est au mois de novembre, c'est quand même pas normal que des enfants dorment dehors. Il est l'heure à présent d'accueillir notre premier invité de ce journal ce soir, Gilles Thibaudeau. Président de l'APCLP, l'association de patients porteurs d'un cancer localisé de la prostate. Il nous parle ce soir prévention en pleine période de Movember, mois de sensibilisation au cancer masculin. Bonsoir Gilles Thibaudeau. Bonsoir Lucas, bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Je vous remercie. Un constat d'abord, comment évolue le nombre de personnes atteintes d'un cancer de la prostate? Eh bien, il évolue d'une façon exponentielle parce que il y a seulement un an, il y avait 50 000 nouveaux cas par an de cancer de la prostate en France. Maintenant, nous sommes rendus à 66 000. Donc cela veut dire que si on se projette d'après le journal The Lancet en Angleterre, en 2040, nous serons 120 000 nouveaux cas par an. Il y a une raison, on la connaît? Pourquoi est-ce que c'est exponentiel? Moi, la raison, le stress peut-être, ou... allez savoir. Ouais. Voilà. Alors la prévention, elle est très importante. Est-ce qu'elle fonctionne quand même? Là, on a parlé de Movember, ce genre de mois de sensibilisation. Le mois des cancers masculins, des cancers de la prostate. Oui, et surtout que ce mois, il est très très utile parce que il met en avant les cancers masculins. Voilà. Et à cette occasion, eh bien, nous faisons pas mal d'activités, comme des activités sportives, la marche, la course, tout ça, et également aussi des conférences, tout ce qu'on peut faire, quoi. Surtout aussi des émissions à la radio et à la télévision. Nous, voilà, Movember est fait pour ça, et franchement, pour ceux qui ont un cancer de la prostate, eh bien là, c'est le moment de vous exprimer et puis de dire, je vais voir, je vais y aller, et puis je vais faire ce qu'il faut pour moi, quoi. Hein. Ça porte ses fruits, selon vous, ce genre d'événement? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que ce sont des cancers qui se soignent? Et si oui, comment on procède? On peut dire qu'un cancer ne se soigne pas toujours. Mais enfin, on vit avec un cancer et on vit bien. Il y a un certain bien-être, quelquefois, avec le cancer de la prostate. S'il est pris à temps, c'est très, très important, ça, parce que dès 50 ans, il faut faire un dépistage avec un dosage PSA. Vous demandez à votre médecin généraliste de prescrire un dosage PSA.
C'est quoi un dosage PSA, pardon? C'est la détection par des enzymes pour savoir le taux d'agressivité des cellules cancéreuses. Alors, ce dosage PSA, il est prescrit par le médecin. Ensuite, si ça bouge, pour les hommes de 50 ans, il ne faut pas dépasser 4, et les hommes de 70 ans, il ne faut pas dépasser 7. Si ça dépasse, c'est que c'est problématique. C'est problématique. Et si vous avez, à 50 ans, si vous avez un dosage PSA positif, vous êtes tranquille. À 60 ans, vous avez également, ce dosage PSA va être décuplé. Donc, il faut absolument le prendre en charge tout de suite, rapidement. Et ça se traite très bien. Il suffit d'avoir une bonne hormonothérapie ou bien une petite curéthérapie ou une radiothérapie. Voilà. C'est pas forcément trop lourd. C'est pas lourd. À 50 ans, c'est vraiment pas lourd du tout. Et vous pouvez vivre toute votre vie avec un PSA qui est linéaire, qui flotte entre 0 et 4. Et là, vous n'avez rien, quoi. Vous ne sentez rien. Surtout que c'est une maladie qui est assez sournoise. Elle ne fait pas mal du tout. Ah oui, on la sent pas. C'est ça le problème. Ouais, effectivement. Oui. Donc le dépistage, il est primordial à partir de 50 ans, c'est ce que vous nous dites. À partir de 50 ans, faites-vous dépister par votre médecin généraliste. Donc consiste en quoi le dépistage, juste en quelques secondes? Le dépistage, c'est quoi? Le dépistage, eh bien, vous faites faire une prise de sang. Très bien. Par votre médecin. Donc le laboratoire, vous le portez au laboratoire, le laboratoire va indiquer sur le compte rendu le dosage PSA. Donc c'est une simple prise de sang, donc quelque chose qui ne fait pas souffrir, qui est très simple. Disons-le clairement, on s'attend à un toucher rectal ou quelque chose comme ça. Oui, le toucher rectal existe. C'est une très bonne manière pour savoir si la prostate a grossi et de quelle manière elle a grossi. Mais le dosage PSA, lui, il va lui donner une valeur. Et cette valeur-là, elle est prise en compte justement par les oncologues, par les... c'est ça le plus important. Ah oui, oui. Et le message est passé. Merci beaucoup, Gilles Thibaudeau. Voilà qui est dit à 50 ans. Faites-vous dépister. Merci beaucoup. Exactement. Faites-vous dépister. C'est tous les hommes de France et de Navarre. Faites-vous dépister. Le message est passé. 50 ans. Merci Gilles Thibaudeau. Je vous remercie. Venu sur notre plateau. Il y a quelques jours, nous vous annoncions la possibilité pour les particuliers d'investir dans l'entreprise Duralex. Ça cartonne. Ah là là, ce fut un véritable succès en 24 heures. Plus de 16 millions d'euros de promesses d'investissement ont été effectuées. Des engagements qui sont allés de 100 à 30 000 euros. Plus de 19 000 personnes ont participé avec un ticket moyen de 869 euros. Aurélien, c'est un vrai succès. Seul ombre au tableau, l'autorité des marchés financiers limite à 5 millions d'euros ce genre de manœuvre. Il faudra donc refuser une partie de ces promesses d'investissement. Du côté de l'entreprise, inutile de préciser que la joie est au rendez-vous. Écoutez. Tous les salariés associés sont euphoriques, on ne s'attendait pas à ça. En fait, on s'était dit, bah, si on fait 3 millions dans 5 semaines, déjà, ce sera bien. Et en fait, en 5h40, on avait atteint le palier des 5 millions. On a réveillé la marque. Là, on va transformer la marque. On va donc investir 1,2 million dans une machine vrac pour atteindre tous ces marchés. Les anchois, les moutardes, les mayonnaises, les chocolats. Il faut moderniser les produits, il faut sortir des nouveautés, il faut adapter. Donc, on est allé voir les Français. On a été faire des enquêtes auprès de tous les Français aux 4 coins de la France pour leur demander ce qu'ils attendaient de Duralex demain. Et donc, on a eu plein de réponses. C'est parti chez les designers et les premières nouveautés devraient sortir, allez, on va dire premier semestre 2026. Allez, direction l'hôtel de ville de Tours à présent. Vous déroulez aujourd'hui le Forum des métiers du soin et de l'accompagnement de la personne. Organisé par le Conseil départemental, par la mission locale de Touraine et France Travail, il part d'un constat, celui du vieillissement de la population, mais aussi du fait que les personnes âgées préfèrent le maintien à domicile à l'hospitalisation. 2 aspects qui créent un besoin de recrutement dans le soin et l'accompagnement et un besoin pas facile à combler. Regardez. On ne va pas se mentir, ce n'est pas des métiers qui sont parmi les plus attractifs. Je pense qu'il y a une méconnaissance, d'une part, et puis d'autre part, il y a aussi beaucoup de choses sur les conditions de travail, justement sur lesquelles on travaille avec les employeurs pour qu'il y ait un accompagnement, notamment sur le domicile, parce que les gens sont livrés à elles-mêmes auprès de personnes vulnérables. Des fois, c'est un peu difficile, donc on travaille avec les employeurs pour accompagner davantage les nouveaux salariés, les former aussi. On peine, oui, à recruter sur certains postes, mais
On y arrive avec de longs recrutements, on va dire. Ouais. Tout ce qui est poste d'accompagnant éducatif et social, d'aide-soignant, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Il y a des zones plus ou moins tendues. Après, au niveau de la DMR, on essaie de tendre en mettant en place des voitures de service, des vélos électriques, pour contribuer un maximum de candidatures et pour aussi faciliter les aides à domicile dans leur transport d'un domicile à un autre. On a mis aussi des choses en place, des avantages au sein de l'entreprise, les tickets restaurants, des primes, pour essayer effectivement d'être un peu plus attrayant et d'attirer du personnel. Et puis il y a notre question web du jour. Un chef à l'Académie des Beaux-Arts. Selon vous, la gastronomie française est-elle un art? Réponse, Lucas. Une réponse sans appel, 96% de oui, 4 petits % de non. Et c'est à cette question justement qui faisait l'objet de tables rondes aujourd'hui aux rencontres François Rabelais, des rencontres qui font office d'assises annuelles de la gastronomie française. Et cette année, c'est donc Guy Savoy, chef du meilleur restaurant du monde, qui en est le parrain, un chef qui entre à l'Académie des Beaux-Arts d'ici quelques mois. Alors on vous le demande et on lui a demandé, la cuisine est-elle un art? La réponse dans ce reportage qui est signé Arnaud Potier. Ces apprentis sont en terminale d'un bac pro cuisine. Tous ici partagent la même passion, travailler les produits de la meilleure manière possible pour en révéler toutes les saveurs. Aujourd'hui, le défi est de réaliser 3 plats en duo, chacun pour 8 personnes. Et dans la cuisine, tout le monde s'accorde à le dire, la gastronomie française, c'est un art. Je ne pense pas que la cuisine, ça peut être de l'art. Je pense que tout simplement, la cuisine, c'est de l'art. J'ai pas envie de dire on est un peu comme des artistes, mais on joue avec ses couleurs, on joue avec des aliments, on joue avec une saisonnalité aussi, qui fait qu'un peu la palette justement culinaire, elle va venir toujours en évolution. Et c'est ce qui va faire qu'on va se rapprocher d'un artiste, on va se rapprocher d'un art. Et certes, c'est une autre forme d'art parce que c'est un art gustatif qu'on va venir goûter. Dans ces rangs se trouvent peut-être de futurs grands chefs. Tous veulent innover à travers leur cuisine, affirmer leur propre style. Ici, on s'inspire des grands noms déjà en place, comme Guy Savoy, en résidence à Tours dans le cadre des rencontres François Rabelais. Alors pour Maxime, le rêve semble plus proche que jamais. Guy Savoy, forcément, c'est une source d'inspiration. J'aimerais bien un jour travailler avec lui, parce que franchement, c'est un des seuls qui reste grand chef de cette époque-là, quoi. Et ça restera toujours une inspiration dans tout ce qu'il fait. Et voilà. Au même moment, à l'hôtel de ville de Tours, le premier cuisinier à avoir fait son entrée à l'Académie des Beaux-Arts animait une table ronde. Le thème « La cuisine est-elle un art ou une science ?» Le principal intéressé tranche. Pour lui, la gastronomie est un art à part entière, pas seulement par son apparence, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi par le goût et les émotions qu'elle suscite. Quel est l'intérêt d'un plat si on ne le déguste pas? Donc vous pouvez avoir, bien sûr, il y a une cuisine instagrammable en ce moment, c'est vrai, qui envahit les réseaux sociaux, mais la cuisine instagrammable, elle ne se déguste pas. Pour moi, la cuisine, c'est le vrai discours du cuisinier dans l'assiette, et vous pouvez avoir la traduction de ce discours par les sensations que vous avez, voilà, les sensations gustatives déjà. La gastronomie s'élève donc au rang d'art, un art servi par des outils comme la science, grâce par exemple aux réactions chimiques qui subliment les plats. Et ce n'est pas un hasard, depuis 2010, le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité, notre notaire, maître Alexandre Hardy, qui est sur notre plateau pour cette question. Transmission familiale, faut-il donner avant la réforme? Bonsoir, maître Alexandre Hardy, bienvenue sur notre plateau. Une question qu'on peut se poser alors que des réformes pourraient être envisagées. Déjà, est-ce qu'on peut faire un point sur les règles actuelles, justement le contexte de cette fameuse transmission familiale? Oui, très simplement. Sur le plan fiscal, on peut transférer à ses enfants jusqu'à 100 000 € sans impôt. Cette somme peut venir de chacun des parents au profit de chaque enfant. Donc ça permet une transmission relativement intéressante. On peut y ajouter jusqu'à 80 ans, 31 000 €, j'arrondis, de donations supplémentaires en argent uniquement. Donc on peut transmettre déjà pas mal. Mais il y a une réforme qui est en projet. Écoutez, le problème c'est que c'est un peu un serpent de mer, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on cherche des économies et des sources financières régulièrement. Et très récemment, j'entendais aux informations que certains hommes politiques prétendaient que les successions, par exemple, étaient un cadeau qui tombait du ciel auquel personne ne s'attendait et que finalement,
on pouvait peut-être fiscaliser cette somme-là puisque les héritiers ne comptaient pas vraiment dessus. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et c'est très inquiétant d'entendre ce genre d'approche des choses. Et le notariat, évidemment, essaie de peser un peu à ce sujet en expliquant que la fiscalité des successions est peut-être un peu trop lourde déjà en France. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup de familles, justement, face à cette possibilité de réforme? Oui, on voit une certaine inquiétude, les gens qui se précipitent peut-être un peu trop. Ouais. Alors, il ne faut pas se précipiter, c'est ça le message qu'on fait passer ce soir? Alors, je pense qu'il ne faut pas se précipiter à transmettre. Par contre, je pense qu'il ne faut pas tarder à se renseigner sur la manière de faire les choses. Quand on se laisse aller à céder aux évolutions fiscales et que ça n'est que le critère pour se décider, là, ça peut être dangereux. Faut penser à plusieurs choses, l'équilibre entre les enfants, la protection du conjoint, encore son propre confort de vie. C'est des choses auxquelles il est important de préciser les choses. Exactement. La transmission, c'est pas seulement baisser les impôts liés à cette transmission. Il n'y a pas que l'optimisation. Ce serait dommage de réduire ça à ce sujet. Au contraire, quand vous transmettez, vous ne maîtrisez plus. C'est-à-dire que vous donnez un bien qui n'est plus à vous. Donc il faut s'assurer que cette transmission ne déséquilibre pas les relations avec les enfants, que certains ne sont pas favorisés au point de créer des bombes à retardement familial. Et puis il ne faut pas perdre de vue qu'il faut garder la maîtrise de son patrimoine, de son cadre de vie, et parfois se dire que il vaut mieux laisser malheureusement aux enfants un peu d'impôts à payer au décès, mais pouvoir maîtriser son logement et le vendre librement, sans avoir besoin des enfants, en cas de besoin. Il y a 3 questions à se poser qui sont simples avant de venir vous voir peut-être et d'acter les choses. Oui, tout à fait. Pour essayer d'être très pratique, l'une des premières questions, c'est de savoir si le bien qu'on envisage de transmettre, est-ce qu'on en a vraiment plus besoin ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à le maîtriser? Deuxième question, est-ce qu'on veut transmettre quelque chose au risque de déséquilibrer les relations entre les enfants? Troisième sujet, est-ce que notre situation familiale, juridique, est claire ou est-ce qu'il faut réorganiser les choses? Je vais finir en citant le poète et philosophe Alexandre Hardy. Transmettre, c'est un peu de « je t'aime avec prévoyance » et ça, c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Il n'y a rien à rajouter, c'est trop beau. C'est ce que vous m'avez écrit. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. J'espère qu'on aura éclairé, comme on le pouvait ce soir, nos amis téléspectateurs sur Val-de-Loire TV. Rappel du principal titre avant de se quitter, cette bonne nouvelle, ce Tourangeau qui décroche ce fameux Goncourt. Et oui, c'est Laurent Mauvignier qui décroche le précieux sésame, originaire de Descartes. C'est son roman La Maison vide qui a fait mouche. Un roman qui, justement, se déroule à Descartes, dans la commune. Aujourd'hui, c'était la fierté qui primait. Merci beaucoup, Lucas. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val-de-Loire en direct. À demain. À demain.